Bonjour à tous, bienvenue à l'Open de l'International 2021. Je suis Éric Voulan, je suis en charge du secteur agroalimentaire chez Bretagne Commerce International. J'ai le plaisir d'accueillir Ivan Abivin et Nicolas Furiot, qui sont tous les deux chargés de développement agrotech chez Business France. Donc, Ivan Abivin est basé au bureau de Canton, Nicolas Furiot au bureau de Shanghai. Ils vont nous présenter ce webinaire qui est consacré au positionnement des produits alimentaires sur le canal du e-commerce en Chine. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat qui est à votre disposition. Pour des raisons techniques, ces questions seront évoquées tout à la fin du webinaire. Donc, Ivan, Nicolas, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Merci. Merci Eric. Bonjour à tous. Du coup, c'est avec un grand plaisir que on vous retrouve aujourd'hui afin de discuter du marché chinois, particulièrement du marché chinois du e-commerce alimentaire. Cette thématique actualisée a notamment été traitée par les équipes de Business France Chine du pôle agrotech dans le cadre d'une étude de marché panoramique, et ce pour le compte du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ce matin, du coup, le but est de vous présenter une partie de l'analyse du rendu écrit que nous axerons autour d'une problématique centrale, étant du coup comment positionner ces produits sur le canal e-commerce alimentaire en Chine. Comme vous l'avez compris, notre intervention sera du coup à double voix, à l'issue de laquelle Ivan et moi-même répondrons donc à vos questions. Pour débuter, parlons généralement du coup de la Chine, ce pays qui abrite 1/5 de la population mondiale et qui est l'un des marchés de consommation dont le développement est particulièrement rapide, stimulant ainsi vivement l'amélioration de son industrie alimentaire, et notamment en ligne. Cette filière alimentaire, au sens global du terme, est à l'heure actuelle un secteur stratégique pour la Chine et pour les pays exportateurs, puisque malgré la crise de la Covid-19, la Chine a augmenté sa valeur d'importation à environ 142 milliards d'euros de produits alimentaires en 2020, et non 145 comme indiqué sur l'écran, veuillez m'en excuser, et lui permettant ainsi de se positionner première au classement des importateurs mondiaux, doublant les États-Unis. Cette tendance haussière représente une véritable opportunité pour des offres comme l'offre française, qui est déjà bien présente en Chine, et dont les importations, pour rappel, sont estimées à 4 milliards d'euros et font de la France son 9e partenaire commercial. Cette opportunité est également justifiée par des tendances actuelles de consommation qui sont portées, par exemple, par une recherche de produits au bon rapport qualité-prix, mais également sains et qualitatifs, provenant souvent du coup de l'étranger. Spécifiquement au secteur du e-commerce alimentaire, la Chine est également le plus gros marché du e-commerce alimentaire au monde, enregistrant quasiment 60 milliards d'euros de ventes et concentre 32% des parts du marché mondial. Cette puissance est notamment due à un secteur qui ne cesse de croître, notamment en 2020 avec une croissance de 16%. Il faut savoir que 8,3% des dépenses totales des consommateurs en produits alimentaires sont attribuables à l'e-commerce, se tournant notamment vers les snacks dans 25% des cas et vers le thé à 12%. Les e-acheteurs, les acheteurs Internet, sont principalement des cols blancs âgés entre 19 et 40 ans, dans 80% des cas, et qui habitent dans une ville de premier rang, c'est-à-dire comme Pékin, comme Shanghai, Canton ou Shenzhen, voire dans des villes qu'on appelle de deuxième rang, comme Wuhan et Chengdu. Après cette brève introduction, je vais ainsi passer la main à Ivan qui va vous présenter la cartographie des acteurs. Oui, merci Nicolas. Donc, après ce bref aperçu et panorama global du e-commerce alimentaire, on va désormais se focaliser sur le sujet de l'étude, donc qui est les différentes typologies d'acteurs qui interviennent sur ce marché du e-commerce alimentaire en Chine. Alors, plus spécifiquement, on a fait ressortir 3 typologies d'acteurs répartis et classifiés en fonction de leur modèle
modèle économique, ainsi qu'une quatrième catégorie qui regroupe des modèles soit hybrides ou alors émergents. Dans le détail, on a donc les enseignes traditionnelles de la grande distribution qui ont développé un canal de vente e-commerce. On a ensuite les pure players, c'est-à-dire les distributeurs dont le modèle économique est construit autour de la vente en ligne. Et ensuite, on a les marketplaces ou places de marché dont le modèle économique est également intrinsèquement numérique, mais à la différence des pure players qui fonctionnent sur une mise en relation entre le vendeur, les vendeurs et les acheteurs, et qui n'achètent donc pas directement les produits pour les revendre ensuite. Enfin, la catégorie autres modèles va être l'occasion de faire le zoom sur deux modèles économiques majeurs. Le premier, celui du social commerce, dont nous aurons l'occasion, que Nicolas aura l'occasion de vous expliquer plus tard, et les acteurs du O2O qui, eux, se positionnent sur une intégration parfaite de l'expérience à la fois en ligne et hors ligne. Alors, pour entrer dans la première catégorie, celle des acteurs traditionnels de la distribution ayant développé un canal de vente e-commerce, voilà, on distingue ici les acteurs en effet généralistes, qui sont également les acteurs historiques de ce segment, de ce secteur, de ce canal de distribution, comme les mastodontes nationaux Vanguard, Yonghui Superstore ou encore le français Carrefour, dont vous voyez les enseignes sur l'écran. On distingue ces acteurs historiques des enseignes spécialisées qui ici rassemblent les enseignes adoptant un positionnement premium. Alors, on a ici Olé, Bravo ou encore le hongkongais City Super. Les enseignes de distribution traditionnelles, dans leur ensemble, ont pris assez tardivement le virage du e-commerce à partir des années 2015, donc ce qui est très tardif sur le marché chinois, tandis que les enseignes premium se sont, elles, à l'inverse, vraiment déployées sur ce créneau-là aussi, proposant donc une expérience augmentée et le digital étant au cœur de cette proposition. Donc, pour développer leur vente sur le canal e-commerce, la plupart des acteurs de la grande distribution s'appuient sur des services digitaux tiers, tels que les places de marché ou les plateformes de e-restauration ou encore livraison à domicile, dont vous voyez deux exemples à l'écran, notamment Carrefour qui a développé un magasin en ligne sur la plateforme qui appartient à Alibaba de livraison à domicile Ele.me, et ensuite deuxième aperçu, celui de Olé, qui est un magasin premium qui a développé son propre e-programme, mini-programme on appelle cela, sur WeChat. Voilà, pour la suite, donc les plateformes pure player. Merci Nicolas. Donc, ce sont des distributeurs exclusivement déployés en ligne et qui proposent une offre alimentaire généraliste ou spécialisée, encore une fois, dans la distribution de sous-catégories de produits. Alors ici, on a notamment les secteurs porteurs des produits frais et ultra frais et celui des vins et spiritueux, sur lesquels voilà, de nombreux acteurs se sont positionnés. L'expérience d'achat, elle est axée sur la personnalisation et la flexibilité, ainsi qu'un accent mis sur la qualité et la fraîcheur des produits qui sont proposés. Ces acteurs, ils disposent habituellement de leur propre zone de stockage et ils ne cessent d'innover afin d'améliorer les conditions de livraison notamment. Les pure players profitent d'un climat actuellement favorable, notamment du fait de la hausse du pouvoir d'achat des consommateurs chinois, couplé à un intérêt grandissant pour des produits plus spécifiques et de qualité. Bien sûr, la crise liée à la Covid a joué également favorablement pour ce format d'acteurs. Et à titre d'exemple, vous avez ici sur l'écran Hypermarket, qui est une plateforme dédiée aux produits essentiellement importés et de sa construction originellement spécifiquement français. La crise donc, de la Covid a agi en accélérateur pour cet acteur
heure-ci, avec une augmentation des ventes de près de 40%. Cela a généré également un rééquilibrage au niveau de sa clientèle, notamment une poussée des acheteurs chinois, des consommateurs chinois aisés, qui représentent désormais 50% de sa clientèle, auparavant très, très majoritairement expatriés, constitués en tout cas d'expatriés. Donc les catégories de produits les plus populaires sur cette plateforme Hypermarket, dont on cite l'exemple, sont notamment les produits de type crèmerie, les viandes et les légumes. Alors, la plateforme opère comme un distributeur et elle s'approvisionne donc essentiellement vraiment auprès des importateurs pour les produits internationaux. Dans le cadre de la troisième catégorie d'acteurs de la cartographie qui a été énoncée, le secteur des places de marché, du coup appelé marketplace en anglais, regroupe la majorité des ventes du e-commerce et est représenté par des poids lourds de l'industrie mondiale du e-commerce comme Tmall, Taobao du groupe Alibaba ou encore JD.com. La particularité de Tmall et de JD, comme vous pouvez les voir sur l'écran, et qui sont notamment spécialisés dans la vente B2C, se fondent sur la dualité de leur modèle qui propose du coup d'un côté une plateforme de vente qui est dite domestique et d'une autre une plateforme de vente transfrontalière. Ces géants du e-commerce sont, comme vous l'avez sûrement compris, les pionniers du e-commerce alimentaire et sont le centre de son activité en Chine. La crise de la Covid-19 a amené de nombreux producteurs, de nombreux fournisseurs, importateurs, voire distributeurs à investir sur une présence sur ces plateformes, notamment sur Tmall.com, sur Tmall domestique, dont le chiffre d'affaires continue de croître et atteint des proportions qui sont énormes, qui sont exorbitantes. Et beaucoup de ces opérateurs investissent dans le référencement de leurs produits via ce qu'on appelle des e-boutiques, des boutiques étendards, c'est-à-dire ce sont des mini-magasins au sein même de la plateforme. Au vu des différents frais, des frais élevés d'ouverture, de gestion et de logistique, beaucoup se résolvent à conclure directement des partenariats stratégiques avec les plateformes elles-mêmes pour bénéficier de leurs ressources logistiques qui, du coup, garantissent cette vente en ligne des denrées périssables et ce, dans le respect des normes de sécurité sanitaire. Outre la configuration marketplace à échelle domestique, le modèle du e-commerce transfrontalier proposé en parallèle par Tmall Global et JD Worldwide implique généralement une vente directe, sans importateur, et est largement utilisé pour la vente de produits alimentaires, puisque 57% des utilisateurs de ces plateformes profitent de Tmall Global et de JD Worldwide afin de s'approvisionner en produits étrangers très souvent appréciés pour leur qualité et leur exclusivité sur ces plateformes. Toutefois, le e-commerce transfrontalier est vraiment à prendre avec des pincettes, comme on l'explicitera notamment plus tard, puisque tous les types de produits alimentaires ne sont pas éligibles à un référencement sur ces plateformes, puisque en effet, les exportateurs doivent se baser sur une liste qui est dite positive, c'est-à-dire de produits autorisés à emprunter ce circuit et permettant par exemple l'accès à des produits comme le chocolat, comme le lait en poudre, comme les produits boulangerie, viennoiserie, pâtisserie ou encore les vins et spiritueux. Enfin, nous avons intégré du coup au sein d'une quatrième et une dernière catégorie les modèles dits autres qui s'inscrivent un peu dans le prolongement des dynamiques d'activité et de vente du e-commerce et qui se fondent sur un modèle d'activité qui est dit émergent et qui est différent de ceux qui ont été présentés plus tôt. Parmi les opérateurs composant cette large catégorie, nous avons notamment décidé de mettre en avant le déploiement récent de plateformes dites de social commerce, c'est-à-dire des opérateurs dont l'activité de vente se base sur l'interaction avec un média, avec une plateforme connectée. Grossièrement, nous pouvons résumer ce concept à la vente de produits via les réseaux sociaux. Cette tendance
cette tendance émergente qui a été plus ou moins initiée à la fin des années 2010 a vraiment gagné en popularité durant la crise de la Covid-19, notamment en raison d'une importance croissante des concepts digitaux, du concept d'image et de divertissement. Parmi les plateformes de social commerce, on retrouve en première ligne différentes applications phares largement utilisées par des jeunes générations, comme Douyin, c'est-à-dire TikTok, le TikTok chinois. On parle également de WeChat ou encore de Red, qui sont toutes aujourd'hui des plateformes, des réseaux sociaux utilisant des stratégies promotionnelles dites interactives dans le but de générer des ventes. Par exemple, parmi ces stratégies, l'une des plus populaires actuellement est celle du live streaming, c'est-à-dire de la promotion en temps réel par un influenceur qui est appelé Key Opinion Leader, c'est-à-dire KOL, comme on peut le voir sur cette slide, qui met en avant un produit distinct, amenant généralement les consommateurs connectés et qui sont convaincus à acheter ce produit ensuite sur la plateforme en direct. Dans cette catégorie, on peut également parler en parallèle des plateformes connectées dites offline to online, O2O, qui regroupent notamment des acteurs au profil assez différents, comme les supermarchés physiques dits ROMA, dont la majorité de l'activité s'articule autour de la vente en ligne via son application. Et on peut également parler en parallèle des plateformes dites d'applications de e-restauration, comme Meituan et Ele.me, qui sont en gros les versions chinoises ultra matures de Uber Eats ou de Deliveroo. Ces différents acteurs O2O ont vraiment réussi à capitaliser sur les restrictions de mouvement appliquées au premier semestre de 2020 et profitent actuellement de l'appui de cette tendance haussière pour leur activité afin de se développer davantage en 2021 et afin d'influencer de nombreuses entreprises traditionnelles à intégrer des stratégies d'activité diversifiées et assez similaires au O2O. Cette récente intégration en ligne des distributeurs locaux, des distributeurs traditionnels, a particulièrement été marquée durant la crise de la Covid-19 et est encore d'actualité aujourd'hui. En raison de la digitalisation des modes de consommation qui a été du coup initiée en période de pré-crise, la Covid a été, comme on dit souvent en chinois, une opportunité au sein d'une crise afin de poursuivre cette tendance via le développement de solutions de vente connectée et digitale dites O2O. Un grand nombre de magasins de proximité ou encore de supermarchés, notamment ceux qui ont été mentionnés plutôt par Ivan, ont réussi à investir dans des stratégies de diversification de leurs canaux de distribution afin de s'adapter et répondre à une demande des consommateurs, notamment durant la crise et le confinement. Les consommateurs qui étaient du coup à l'époque réticents à sortir de chez eux, les acteurs de la GMS traditionnelle ont du coup réussi à optimiser leur digitalisation de leur offre, réussissant à la rendre plus visible et disponible sur les plateformes de e-restauration, voire sur les réseaux sociaux comme WeChat, proposant également des solutions du coup d'achat digital sur smartphone. Ces différentes stratégies O2O ont véritablement permis aux consommateurs d'avoir accès à une offre délivrée par des services de livraison assez rapides et assez pratiques, c'est-à-dire souvent dans la demi-heure, et ainsi sans risque de contamination, puisque les prises de température fréquentes des livreurs, des températures fréquentes de livreurs ont été effectuées et des mesures de distanciation sociale drastiquement appliquées. Et à leur tour, les acteurs de la GMS ont joui et jouissent toujours des divers avantages d'un positionnement multicanal en développant notamment des stratégies numériques promotionnelles en profitant, par exemple, en parallèle des services rentables de livraison, peu coûteux du coup et déjà bien matures. Résultat de cette intégration, un consommateur sur deux a fait appel à un service de livraison alimentaire durant le premier semestre de 2020 et a soutenu le développement de ce qu'on appelle l'économie paresseuse, pressée et occupée, qui aujourd'hui est l'un des principaux vecteurs de croissance de l'industrie O2O et dont l'influence est encore perceptible aujourd'hui et le sera probablement à l'avenir.
Oui, alors après avoir dressé ce panorama complet donc du marché, enfin ou en tout cas ce panorama du marché chinois des acteurs du e-commerce alimentaire, ce slide va nous permettre de nous focaliser et d'effectuer un rapide focus sur les schémas d'importation qui sont indispensables pour rappeler, enfin ce focus est indispensable pour rappeler justement les conditions d'accès au marché des produits étrangers. Alors, comme mentionné à plusieurs reprises précédemment, les acteurs du e-commerce s'approvisionnent essentiellement et en grande majorité auprès des importateurs. Il convient donc à l'entreprise française qui souhaite exporter et en tout cas permettre à ses produits d'accéder au marché chinois du e-commerce alimentaire de trouver un partenaire importateur dans un premier temps pour ensuite déployer son offre selon la stratégie qui aura été adoptée, la stratégie de distribution. Comme décrit dans le premier schéma que vous pouvez voir sur l'écran, on a donc les produits de l'entreprise étrangère sont distribués auprès du consommateur chinois, comme je viens de le dire, dans un deuxième temps. Et donc une fois que l'étape d'importation a été accomplie. Ça, c'est le schéma classique pour accéder au marché domestique, y compris du e-commerce. On a maintenant le deuxième schéma qui met en avant le e-commerce. Alors, le e-commerce, comme a déjà pu l'évoquer Nicolas, c'est à considérer comme une exception sur le marché chinois et éventuellement comme un bonus pour les près de 430 catégories de produits étrangers autorisés à passer par ce canal et qui sont donc référencés sur la liste positive régulièrement mise à jour par les autorités chinoises. Alors, comme Nicolas l'a déjà évoqué, dans cette liste positive, on a notamment les poudres de lait, les vins et spiritueux, le chocolat ou encore certains produits de la mer congelés, par exemple. Donc tout ça, ces produits autorisés sont référencés par leur code SH. Dans le cadre du e-commerce transfrontalier, la commande contractée est soit prélevée d'un stock au sein d'un entrepôt sous douane à la frontière chinoise. Donc ça, c'est le modèle en zone franche que vous voyez en bleu ciel sur le schéma. Ou alors, cette commande est directement acheminée depuis le pays fournisseur. Et ça, c'est le modèle par envoi direct que vous voyez en vert clair sur ce schéma. Donc, les produits vendus par ce canal bénéficient d'un allègement de taxes par rapport au schéma d'importation classique. Et donc, cet allègement de taxes diffère encore une fois en fonction de la catégorie de produits. En résumé, et là, c'est une phrase assez importante pour ce cas du e-commerce transfrontalier. Le e-commerce transfrontalier est à considérer comme un canal d'exception qui permet à l'entreprise étrangère de vendre un montant limité de produits autorisés directement au consommateur final chinois et sous forme de colis personnels. Alors, cette phrase, elle rassemble l'ensemble des contraintes du e-commerce transfrontalier parce qu'en effet, ce canal privilégié et d'exception opère dans un cadre très strict et doit donc répondre à plusieurs règles. Alors, tout d'abord, l'achat par e-commerce transfrontalier n'est possible que pour les détenteurs d'une carte d'identité chinoise. Dans la phrase précédente, j'ai donc dit consommateur final chinois. Les populations expatriées présentes sur place sont donc exclues de ce canal, ne peuvent donc pas effectuer d'achat par ce canal du e-commerce transfrontalier. Ensuite, c'est un montant limité qui peut être vendu et pourquoi cela? C'est parce que le montant à la fois annuel et par commande des achats est limité pour les consommateurs. Alors, le montant annuel doit être inférieur à 26 000 yuan actuellement, donc c'est un équivalent de 320 € à peu près pour une année par consommateur et le montant par commande doit être inférieur à 5 000 yuan, donc c'est environ 630 €.
Voilà, donc ça, ce serait quelque chose à vraiment bien garder en tête sur ce e-commerce transfrontalier qui peut être considéré comme une opportunité, mais vraiment à étudier avec les contraintes qu'il consiste et à bien garder en tête que, comme Nicolas a pu l'évoquer en décrivant les acteurs, le e-commerce transfrontalier est possible par des acteurs, en passant par des acteurs qui sont enregistrés auprès des autorités locales. Et donc, on a notamment des mastodontes du e-commerce qui se sont positionnés sur ce créneau. Et pour l'entreprise française, il va falloir pouvoir mettre en avant un produit qui a déjà une marque, produit plutôt de type appel. Voilà, donc tout ça, ce seront, si vous avez des questions, des spécificités qu'on pourra évoquer dans la deuxième partie. Pour enchaîner dans le cadre de cette présentation, on va désormais, après avoir fait ce petit détour mécanistique, se focaliser sur l'offre française et plus spécifiquement donc, le positionnement des produits agroalimentaires bretons. Donc ici, 5 catégories sont présentes. On a d'abord les produits frais, les produits surgelés et ultra frais, les produits gourmets, les boissons alcoolisées et enfin les produits bio. Alors, tout d'abord, les principaux produits frais de l'offre française et bretonne qui sont déjà positionnés et qui disposent tout de même d'un fort potentiel sur le marché chinois sont les produits carnés et les produits laitiers. Alors, ces dernières années, le porc français a gagné des parts de marché principalement en répercussion à la peste porcine, qui a décimé le cheptel ici en local. Le nombre de têtes dans les élevages en Chine est actuellement proche de la normale, est proche d'un retour à la normale. Mais le porc tricolore a vraiment renforcé sa belle image parmi les professionnels du secteur ici. La viande bovine importée a également bénéficié de la hausse du prix du porc générée par la pénurie justement de l'offre. Et donc les consommateurs ont diversifié leurs habitudes de consommation de viande. Et en plus de ça, le bœuf est une viande qui est considérée comme plus saine que le porc, qui est vue comme qui est une viande plus riche, plus grasse. Toutefois, la concurrence est forte pour l'offre française sur ce marché, qui apparaît quand même relativement cher, notamment face à des concurrents comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore l'Argentine, qui bénéficient d'accords bilatéraux plus favorables. Ensuite, on a les produits surgelés. Alors, les principaux produits surgelés français au fort potentiel sont, comme Nicolas a déjà pu l'évoquer, les produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, et donc notamment auprès des professionnels de l'hôtellerie-restauration ici en Chine. Certains produits de la mer sont également en forte demande. C'est par exemple le cas de la légine française, donc la légine en surgelé, qui est très recherchée pour ses qualités nutritives. Pour l'ultra frais, les huîtres françaises sont également très populaires et on a une offre e-commerce qui se développe à la marge aussi pour ce type de produits et notamment grâce aux opérateurs du O2O qui, eux, maîtrisent, qui ont une ultra maîtrise en fait de leur chaîne du froid et ce qui leur permet d'afficher ce type de rayonnage. On a pour continuer les produits gourmets. Alors, dans cette catégorie, l'offre française tire profit vraiment du positionnement premium, ce qui fait que les produits gourmets français constituent des cadeaux privilégiés, notamment dans les périodes festives. C'est notamment le cas du chocolat, qu'on a déjà évoqué. Le chocolat est également très populaire auprès de la population, en tant que snack infantile, considéré comme plus sain par rapport, mis en comparaison à d'autres friandises. On a également la confiture ou encore le miel qui, eux, sont utilisés pour des usages vraiment très diversifiés, notamment dans des recettes de thé au lait ou encore des snacks sucrés de diverses recettes.
Pour enchaîner sur le secteur des boissons alcoolisées, alors là, ce sous-secteur fait la part belle aux vins et spiritueux, hein, parce que la France est le premier exportateur en valeur vers la Chine, et c'est également le cas pour ce qui est de la vente en ligne. Les bières françaises sont représentées majoritairement par les marques des grands groupes français. On citera notamment la 1664 blanche ou Heineken. Mais cette offre fait face à une forte concurrence, alors notamment des bières chinoises, des bières locales sur l'entrée de gamme, mais aussi sur l'entrée moyenne de gamme des offres allemandes, belges ou encore des États-Unis. Et dernier point sur ce sous-secteur de la bière, le marché de la bière craft est actuellement en fort développement, donc ce qui peut aussi présenter un potentiel, notamment pour les nombreuses bières bretonnes. Enfin, les produits bio peinent encore à trouver leur marché en Chine. Alors, les labels bio ne sont pas reconnus par la réglementation locale et ne peuvent donc être commercialisés en tant que tels. Ils doivent disposer de la labellisation chinoise qui est à renouveler tous les ans. De plus, du côté consommateur, donc on a un attachement de plus en plus fort à de la consommation de produits sains, du fait maison, etc. Mais la labellisation bio en tant que telle est davantage considérée comme un argument marketing encore, plutôt qu'un gage vraiment de qualité intrinsèque d'un produit. Ou en tout cas, la pédagogie autour de cela reste encore à faire. Voilà, donc maintenant, et pour résumer peut-être l'ensemble de notre présentation, ou en tout cas vous permettre de garder quelques données principales, quelques points à emporter à la maison. Le e-commerce alimentaire en Chine présente diverses opportunités pour l'offre alimentaire, agroalimentaire française et bretonne. Alors tout d'abord, c'est un marché en forte croissance ces dernières années qui présente également de belles perspectives, notamment dans les 5 ans à venir. Alors, si on regarde le graphique sur la droite de l'écran, on voit que voilà, cette croissance annuelle, elle se stabilisera autour de 10-9% dans les 5 ans à venir. C'est donc toujours une très belle marge de croissance avec une augmentation des ventes en valeur constante. Et ces ventes alimentaires en ligne sont notamment poussées par le segment du frais et de l'ultra frais. Ensuite, la recherche de produits importés alimentaires est importante sur le canal e-commerce. Et notamment, comme Nicolas a pu l'évoquer, dans le cadre du e-commerce transfrontalier, les achats alimentaires de produits étrangers étant très développés, notamment pour les laits infantiles et la partie plus snacking épicerie. Le e-commerce offre également une traçabilité renforcée des produits et donc avec une transparence accrue aussi de la chaîne d'approvisionnement. Alors, ces données-là sont quand même fortement recherchées de la part des consommateurs, ce qui est un autre point fort aussi de ce canal. Cette transparence s'inscrit également dans une dynamique de consommation de produits plus sains et s'applique à la fois aussi dans la chaîne de transformation et de conditionnement des produits alimentaires. Enfin, le marché du e-commerce alimentaire a de beaux jours devant lui, du fait des changements socio-démographiques également en cours. Le consommateur type actuel appartient, comme Nicolas a pu l'évoquer, à la catégorie qu'on appelle souvent des millennials, donc c'est-à-dire les 20 jusqu'à 44 ans, qui sont des cols blancs. Je rappelle rapidement, c'est exactement ce que Nicolas a pu évoquer, travaillant dans les villes de tiers 1 à 2. Sauf qu'on a une génération, la génération Z, comme on la nomme, qui est née dans les années 2000 et qui donc est grande consommatrice de contenus digitaux et qui est notamment fervente des nouvelles techniques de vente de type live streaming.
Voilà, donc ces différents points sont autant d'opportunités pour une offre française à condition de déterminer et d'adresser sa cible dans le cadre d'une stratégie construite et déployée avec un ou plusieurs appuis sur le marché domestique. Voilà, ce sera la dernière phrase de cette présentation. Merci pour votre écoute et Nicolas et moi restons connectés pour répondre à vos éventuelles questions. Bien, merci Ivan et merci Nicolas pour votre présentation. Donc, on va passer maintenant aux questions des participants. Une première question, donc vous avez évoqué tout à l'heure les live streaming avec les KOL. Est-ce que vous avez une idée de combien peut coûter un live streaming avec un KOL? Oui, en fait, il faut savoir que le nombre déjà de KOL en Chine est vraiment exponentiel. On voit vraiment une tendance vraiment professionnalisante qui est vraiment émergente depuis ces dernières années, puisque ça devient vraiment une carrière pour de nombreux jeunes millennials, voire de génération Z. Ce que je voudrais dire, en fait, c'est que vu que le nombre est tellement important, on a vraiment une fourchette de prix qui se base sur beaucoup d'éléments. Les principaux facteurs qu'il faut du coup retenir aujourd'hui sont le fait que plus votre contenu est valorisé et est privilégié par un grand nombre de followers, d'abonnés, plus forcément votre prix, on va dire, de la prestation sera élevé. Ça dépend également du type de contenu que vous allez développer. Si vous êtes vraiment spécialisé, par exemple, dans la vente de vins et spiritueux, eh bien, forcément, vous allez devoir du coup payer des frais qui sont plus élevés. C'est aussi des tarifs qui sont à négocier avant toute interaction avec le KOL par rapport, du coup, comme je dis, au nombre de followers. Et sinon, pour donner un peu une fourchette de prix, on tourne déjà dans les milliers d'euros, ça c'est sûr, mais ça peut vraiment atteindre des proportions encore plus élevées si vous atteignez les principaux followers chinois qui ont un nombre d'abonnés qui est supérieur au nombre d'habitants en France. Donc, ça peut être le cas. Donc, ça vraiment, on ne peut pas vous donner un prix exact parce que c'est vraiment comment dire, très cadré par rapport à une liste de critères. Mais en tout cas, ça atteint des proportions qui sont très importantes et on peut quand même conseiller des entreprises françaises qui veulent investir sur ce canal du e-commerce et live streaming de vraiment consolider leur plan marketing et de communication en amont et de prendre en considération cette solution si jamais l'entreprise en a les moyens, parce que c'est plus difficile de se l'offrir si on est, par exemple, une petite entreprise qui vient juste de débuter au grand espoir. Et en dehors de ce que vous venez d'évoquer, Nicolas, est-ce que, suivant le portefeuille de produits que l'on a à vendre, est-ce qu'il y a des critères dans le choix du KOL? Est-ce que vous avez des recommandations à faire en fonction de la gamme de produits que l'on veut mettre en avant? Pour les produits à mettre en avant, souvent, en fait, comme je l'ai dit, les KOL ont souvent une spécialité. C'est-à-dire que vous D'accord. allez choisir des profils KOL par rapport aux interventions qu'ils ont eues précédemment. Donc, il va falloir faire en amont tout ce processus d'identification pour éviter de trop se disperser et de tomber sur un KOL qui n'est pas spécialisé dans le secteur d'activité que vous souhaitez développer. Ensuite, souvent, il y a toute cette discussion en amont qui est faite avec le manager, le KOL, sur les produits que vous souhaitez du coup cibler. Forcément, si le KOL n'apprécie pas forcément le produit que vous souhaitez développer, peut-être risque d'avoir des remises en question sur le produit promu et surtout la base la plus fondamentale et la plus solide pour voir si le KOL voudra développer votre produit, c'est les perspectives de vente et de développement. Si votre produit est un produit vraiment très difficilement vendu en Chine, puisque culturellement, ça ne passe pas, ou parce que c'est un produit de niche et que ça n'atteint pas les plateformes
comme on les a annoncés, domestiques, où la plupart du temps, on parle d'une vente de masse, eh bien là, le KOL peut-être reviendra vers vous en vous disant, d'accord, votre produit peut être vendu sur des secteurs de niche, mais il n'atteindra pas du coup mon audience qui est d'habitude de millions de consommateurs. Donc, il y a toutes ces discussions à prendre, toutes ces négociations à prendre en considération en amont. Donc, du coup, voilà, il va falloir partager un portefeuille de produits assez large pour potentiellement, parmi, je ne sais pas, une dizaine de produits, qu'il y en ait un ou deux ou trois qui soient sélectionnés. Et juste pour remettre en perspective par rapport à ce que Nicolas avait dit au début, c'est vraiment une grosse industrie finalement que celle des influenceurs en Chine. Ici, on a résumé en parlant des KOL, donc Key Opinion Leader, mais maintenant, on a même des plus petits formats, donc qui sont les KOC, donc Key Opinion Consumer, qui eux, finalement, ont des audiences beaucoup plus restreintes, mais sont soit très spécialisés sur une catégorie de produits. Ils sont notamment assez nombreux pour les secteurs cosmétiques, notamment en Chine et sur des plateformes de type RED que Nicolas a évoqué précédemment. Donc, le choix en lui-même, il est vraiment, oui, à prendre en compte dans le cadre de la stratégie marketing et en fonction du positionnement que la marque souhaite adopter aussi. Ce ne sont pas des égéries parce qu'on est souvent sur de la vente en un seul tir, mais quand même l'image de cette personne qui va pousser les ventes est très importante et de plus en plus importante aussi. Donc ça peut être un autre variable aussi du choix du KOC ou du KOL. Ok. Merci Nicolas, merci Ivan. On a encore un certain nombre de questions, donc je vais vous demander de faire des réponses peut-être un petit peu plus courtes. Alors, une question d'ailleurs très simple pour Ivan. Vous avez évoqué tout à l'heure les montants maximum dans le cadre du e-commerce transfrontalier. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, parce qu'on a un doute là sur les montants maximum en yuan et en euros par an et par commande, s'il vous plaît? Alors en yuan, donc par an, c'est 26 000 yuan. Oui. Et donc en équivalent euro, environ, c'est le taux de change d'il y a une semaine, 3 200 euros. D'accord. Voilà, et pour la commande unitaire, on est sur 5 000 yuan. D'accord. Et donc 5 000 yuan équivalent 630 euros. D'accord, merci pour cette précision. Il me semble que la mise à jour date de 2019 et donc avait été mise à jour de la précédente version. Donc c'est pareil, ce sont des montants dans tous les cas pour les entreprises qui sont sur l'e-commerce transfrontalier, elles ont les informations. Mais pour les entreprises qui envisagent ce canal-là, il faut bien, pareil, à chaque fois effectuer la mise à jour, être sûr que ce sont bien les dernières données à jour. OK. Qu'en est-il des compléments alimentaires? Sont-ils autorisés dans le cadre du e-commerce? Alors, pour les compléments alimentaires, nous, au sein de Business France, ce n'est pas notre expertise au département agrotech. Ils sont pris en compte par le service santé. Voilà, donc on n'a pas les détails sur cette spécificité-là, étant donné que notre expertise s'étend pas à cette catégorie de produits. Alors, il me semble qu'effectivement, ils sont autorisés, mais il faut effectivement regarder sans doute les aspects réglementaires. Autre question, est-ce que des produits en conserve de viande, conserve de poisson, peuvent trouver leur place dans ce style de distribution? Pardon. Alors là, il faudra bien déterminer l'usage. Donc, en fait, vraiment tester si, en tout cas, le produit en lui-même trouve son marché, entre guillemets. Alors, je m'explique. On a sur le marché chinois des produits de type à base de viande ou alors des poissons en conserve, etc. Ça existe. Maintenant, la consommation, comme on peut l'effectuer en France, donc sur du pain, n'existe pas ici. Donc, il faut vraiment voir comment se positionne une offre française et notamment bretonne de ce point de vue-là, parce que, encore une fois, voilà, la consommation de pain
est effectué ici vraiment à titre de diversification finalement quand on souhaite manger voilà, la baguette française, etc. Mais c'est clairement pas une consommation du quotidien. Donc on a déjà des poissons en conserve des voisins asiatiques présents sur le marché. Une offre française qui serait plus chère doit bien réfléchir à la manière dont elle se positionne et au moment rillettes, moment pâté qu'elle propose ou moment conserve de poisson. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des influenceurs spécialisés dans l'élevage et la nutrition animale, proposant des tests de produits ou d'autres actes de promotion? Je n'en ai pas connaissance. Je ne sais pas, En tout Nicolas, cas, si… je ne peux pas vous citer de nom d'influenceurs, mais en tout cas, il y a du coup cette tendance un peu croissante du nombre d'influenceurs qui parfois se rendent dans les cultures pour un peu promouvoir les différentes méthodes de culture. Ça ne s'applique pas forcément qu'à l'élevage, mais à l'agriculture en général. Il y a parfois également comment dire, des KOL qui sont, par exemple, spécialisés dans la vente de vins et spiritueux, qui vont parfois se développer dans tout ce qui est des vignes dans les provinces du Ningxia ou dans le Shandong, qui vont du coup faire un tour des vignes pour présenter ensuite le vin qui va être dégusté. Après, pour l'élevage, ce n'est pas sûr, ça existe souvent pour les cultures plus végétales, mais l'élevage, je suis moins certain là-dessus. Ok, une dernière question. Pour vous, quelle est la grande marque française en épicerie qui a développé une stratégie digitale pertinente, présence sur JD par exemple, ou utilisation de KOL? Il y en a quelques-unes. Alors, épicerie sèche. Oui, oui, des produits à température ambiante dans le domaine de l'épicerie. Pour vous, quel serait un des exemples à citer, à mettre en avant? Alors, moi, j'ai en tête, on peut citer des marques, hein, Oui, en tout cas, en cas d'exemple. Moi, j'ai en tête Andros, donc, qui est sur le fruit, mais bon, produit à température ambiante, qui sont présents aussi et qui produisent en Chine. Hein, donc, ce n'est pas d'accord. uniquement du produit importé, mais dont le positionnement est assez intéressant, ouais, qui trouvent bien leur cible dans les différents sous-secteurs de produits sur lesquels ils sont déployés. Nicolas, je ne sais pas si tu as un autre exemple en tête. Non, mais Andros, je pense que c'est quand même une belle représentation française qui a été portée notamment par la KOL numéro 1 actuellement en Chine, qui s'appelle BIA, qui est suivie par, je n'ai pas le chiffre en tête, mais par des millions de followers, surtout des générations assez jeunes, et qui peut plus ou moins vendre, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais qui peut vendre des produits en quelques minutes et déclencher après des ventes qui se font à millions, parfois même des milliards de yuan de ventes au niveau de la valeur du coup. Et récemment, enfin, il y a quelques mois de cela, il y a eu l'exemple d'Andros avec cette VIA, V-I-A, pour ceux qui veulent chercher, qui est qui est assez quand même présente sur le marché e-commerce en Chine, sur les grosses plateformes qu'on a mentionnées plus tôt. Ok, ok. Bon, ben merci beaucoup pour vos réponses. Donc, on doit en rester là. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie Ivan et Nicolas d'avoir accepté de participer à l'Open et de faire cette présentation sur le e-commerce en Chine. Cette présentation sera disponible d'ici quelques semaines sur notre site, donc vous pourrez la revisionner si besoin. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci encore à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Très bien, merci beaucoup. Au Merci à revoir. vous et bonne journée à tous. Au revoir.